Eh bien, merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver. C'est un peu particulier, mais je crois que pour… Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bon. Oui, Et donc, je disais que c'est un moment un peu particulier puisqu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ce type de support pour faire des présentations. Mais je pense que ce qui se passe actuellement, ça nous apprend à nous adapter à toutes les situations. C'est un peu ce que je vais tenter de vous développer pendant cette présentation. On fera des pauses de présentation afin que je puisse répondre aux questions qui puissent arriver ou pour pouvoir vous apporter des précisions si vous en avez besoin. N'hésitez pas. Je crois qu'il y a plusieurs manières de poser des questions, soit par chat, soit par oral, mais vraiment l'idée c'est d'essayer d'être le plus concret possible tout en essayant de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, on va démarrer tout d'abord par vous expliquer qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on s'appelle CEDEC, on est une société de conseil en organisation stratégique, management, et qui a pour, depuis quelques années, un seul objectif, quelques années, c'est 1965, qui est d'accompagner les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leur méthode de travail. L'idée, c'est de leur permettre de réaliser leurs objectifs qui soient à la fois personnels ou professionnels. Et on sait très bien que dans le monde des PME, c'est souvent des objectifs qui sont conjoints. Donc, comme je disais, plus de 50 ans d'expérience. Évidemment, on est une entreprise qui a la chance jusqu'au 16 mai, qui était en croissance constante. Je ne vous cache pas que depuis le 16 mai, cette tendance s'est inversée. Et au niveau européen, puisqu'on est présent en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Italie, en Espagne et en France, nous avons 300 collaborateurs pour 46 000 clients depuis 1965. Uniquement des entreprises familiales, c'est notre point particulier. 80% d'entre elles sont des entreprises familiales. Nous ne travaillons pas avec les institutionnels, nous ne travaillons pas avec les administrations. Alors, la question qu'on va tenter de répondre, et évidemment, vous avez tous compris que je m'étais acheté une superbe boule de cristal pour pouvoir y répondre et faire le webinaire aujourd'hui, qui est de se dire finalement quels sont les principes de construction des scénarios de reprise. Avant cela, 2 mots sur qui je suis. Je représente CEDEC en Suisse et en France et je m'occupe dans le cadre du groupe de toute la partie, de toute la division analyse et projet. Donc, je m'occupe du département qui est chargé de faire les points de situation avec les chefs d'entreprise afin de construire les plans d'action qui nécessitent des interventions, des modifications afin évidemment de répondre à leurs attentes et à leurs objectifs. Alors, quels sont les principes de construction des scénarios de reprise? Évidemment, quand volontairement Claire Leroy, qui participe, a souhaité m'a désigné comme acteur, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui a été publié sur ce type de sujet? Et je suis tombé sur quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le centre de recherche de Sciences Po, 4 rédacteurs ont présenté tout un dossier sur les principes de reconstruction après une crise. Et finalement, donc là, je vous ai mis que la synthèse. Et finalement, ce qu'on peut en retenir de leur publication, c'est de dire qu'il nous faut absolument trouver une stabilité financière. Merci. De apaiser et de trouver une politique économique qui permette réellement de sortir de la crise. Mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est aller vite et aller fort. Et c'est bien en cela où la crise actuelle nous pose un problème, c'est aller vite et aller fort, je crois que tout le monde en a envie. Le tout est de savoir comment on fait et où on va. Parce que, comme ils le disent eux-mêmes, la stratégie optimale n'existe pas. Donc, en fait, j'ai construit la présentation en me disant quels sont les ingrédients dont on a besoin pour que chacun d'entre nous ait la capacité
de construire sa propre stratégie de reprise. Alors, si on passe à la page suivante, c'est de se dire finalement, d'abord, il faut qu'on fasse une sorte d'inventaire des ingrédients dont on dispose. Et cet inventaire, c'est se dire finalement, qu'est-ce que l'on a sur la table? On a évidemment des contraintes légales que tout le monde connaît. On est enseveli par les informations et c'est vrai, les sites de l'État en présentent quotidiennement. Donc, on a des contraintes légales qu'il va falloir respecter, notamment des contraintes sanitaires. On a tout le business acquis, mais que l'on n'a pas produit avant le confinement, puisque les entreprises, pour la plupart d'entre elles, se sont arrêtées d'une manière brutale. Et on a des choses que l'on avait en cours, mais qui n'ont pas été finalisées. On a un potentiel objectif, mais un potentiel. Lequel sera-t-il demain? C'est bien la question que l'on se pose tous. Mais il y a un potentiel. On a évidemment nos possibilités, nos moyens dont on dispose, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit les banques ou autres organismes de financement qui peuvent nous être proposés. Mais surtout, on a une chose, c'est quelle est l'ambition et les objectifs que se fixe le chef d'entreprise, plus précisément, finalement, c'est de se dire quel est son rêve. Parce que ce point-là est vraiment le point de départ de tout relancement et de toute sortie de crise. C'est finalement de se dire, quand on est chef d'entreprise, quand on crée son entreprise, on le crée avec un rêve, avec une ambition, avec un choix. La crise est passée par là aujourd'hui et c'est le bon moment de se poser la question qui est de se dire, finalement, est-ce que j'avais atteint mes rêves? Est-ce que j'étais sur cette ligne? Est-ce que la crise fait que ce rêve change? Et finalement, suis-je toujours en adéquation avec celui-ci, avec celui qui m'a fait un jour prendre ce métier extraordinaire qui est le métier de chef d'entreprise, mais qui est le métier pour lequel il n'y a aucune formation et, grande contrepartie, c'est le métier pour lequel on est responsable de tout. Donc, c'est le moment le plus important qui est de se dire, finalement, ce rêve existe-t-il toujours? J'espère que oui. Et s'il existe toujours, lequel est-il? Alors, si on passe à la page d'après, si on est d'accord, pour cela, on a pour construire un scénario de reprise, une équation à résoudre. Et l'équation à résoudre, c'est de se dire finalement, le rêve du chef d'entreprise, comme je le disais juste avant, il doit être redimensionné, dans tous les cas confirmé, parce qu'il va devenir l'ambition de l'entreprise. Et l'ambition de l'entreprise, c'est le business que l'on a acquis, plus le potentiel du marché, que l'on peut multiplier par les possibilités et les moyens dont on dispose. Mais il y a une chose qui sera un diviseur commun, que sont les contraintes légales. Si on arrive à résoudre cette équation, on aura notre scénario de reprise qui sera le plus proche, le plus pragmatique et le plus clair que l'on pourra mettre en œuvre. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ou des besoins de précision avant qu'on développe justement cette fameuse équation qui est l'équation de la réussite du scénario de reprise? Non. Donc, ça veut dire que je suis clair ou inintéressant? Très clair. Ça va. Comment? Pardon? Très Oui, c'est très clair et intéressant. Mais du coup, ça m'a piqué au vif, cette remarque. Alors, je me sens de poser une question. Ah bah alors, avec plaisir, je vous écoute. Non, en fait, du coup, je me posais la question de l'interne. On parle beaucoup d'intelligence collective aujourd'hui. Et je me posais tout simplement la question, j'entends de poser ce qui est acquis, j'entends les contraintes techniques ou juridiques, etc. J'entends le rêve et l'ambition du chef d'entreprise. Mais du coup, voilà, ça repose sur les épaules ou
ou les idées d'une personne, ou en tout cas d'un tout petit comité, et quid de cette reprise pour impliquer l'interne dans un projet, ou à l'interne ou des parties prenantes, dans un projet co-construit qui irait peut-être dans l'air du temps de ce souffle nouveau dont on parle un peu. Alors, merci beaucoup. Alors, on n'a pas du tout coécrit ce que je suis en train de présenter, parce que vous allez sourire sur la page qui vient après. Vous avez entièrement raison. Et pour moi, vous voyez, ce que vous venez d'exprimer, c'est ce que j'appelle le rêve du chef d'entreprise et l'ambition de l'entreprise. C'est de dire, finalement, là où beaucoup de chefs d'entreprise, et nous le savons, on rencontre à peu près 200 chefs d'entreprise par semaine. Et on a souvent et majoritairement le retour d'avoir des interlocuteurs chefs d'entreprise qui souffrent de l'essolement, ou tout du moins d'une solitude absolue face à l'ensemble des enjeux qui leur sont confrontés au quotidien. Et vous avez entièrement raison, je pense que cette crise a changé des choses, et notamment le fait de se dire, je me suis aperçu que mes collaborateurs avaient une conscience d'entreprise importante, et j'ai besoin de partager avec eux mes doutes, mes envies, le chemin qu'on souhaite parcourir. Et donc, vous allez vous apercevoir que dans les pages suivantes, je l'ai intégré cette partie-là parce que c'est essentiel, parce que je crois que le monde de demain, ou tout du moins peut-être le monde simplement d'aujourd'hui, est un monde où le grand patron directif est seul et qui sait où on va, et qui prend ses décisions seul est un peu atténué. Je crois que maintenant, il y a effectivement un travail participatif qu'il faut accepter de mettre en œuvre. Tout à fait. Donc, vous verrez à quel moment, mais j'ai bien inclus ce domaine-là. Alors, si on parle un tout petit peu plus précisément du rêve du chef d'entreprise. Le rêve du chef d'entreprise, c'est ce qui doit, comme on le disait, dimensionner l'ambition. Mais vous allez voir, madame, je arrive directement à ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'effectivement, pour l'ambition de l'entreprise, on peut autrement l'appeler le projet d'entreprise. Et le projet d'entreprise, finalement, si vous en êtes d'accord, la définition que l'on a mis en place chez CEDEC est la suivante, c'est de dire que finalement, c'est définir la politique générale de l'entreprise ou d'un département ou d'une unité d'activité, c'est d'avoir la possibilité de mettre en place une culture à transmettre à toutes les personnes, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les collaborateurs. Et la politique d'entreprise reflètera les idéaux, les motivations, les valeurs des fondateurs ou des responsables de l'entreprise et établira les objectifs stratégiques qu'ils souhaitent atteindre. Et c'est cela, c'est-à-dire que si on définit une ambition, eh bien, encore faut-il faire adhérer l'ensemble des partenaires, à premier lieu des collaborateurs, autour de ce projet d'entreprise. La politique d'entreprise transmettra à la société non seulement les engagements économiques, mais également les engagements sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est chef d'entreprise, on a une responsabilité sociétale qui est importante. Et dans ces temps de crise, dans ces temps de sortie de crise, c'est d'autant plus vrai, surtout suite à une crise sanitaire. Donc pour nous, le réécrire avec les apports de chacun, le projet d'entreprise dans ce sens-là, est vraiment quelque chose qu'il est nécessaire de prendre le temps de faire avant de se précipiter dans la reprise. Alors, si on passe à la partie suivante, qui est le business acquis et non produit, évidemment, ce business acquis comment dire, résulte du monde d'avant. Et donc, évidemment, il est nécessaire d'évaluer son potentiel étape par étape, commande par commande. Mais surtout, c'est de comprendre avec les donneurs d'ordre où eux également ils en sont aujourd'hui après cette crise. Comment ils voient l'avenir et comment ils voient la reprise. Tout bêtement, est-ce qu'ils sont dans la reprise? Et à ce moment-là, construire d'une manière assez transparente avec eux un plan d'évaluation de la situation qui soit effectivement gagnant-gagnant et qui soit allié à un calendrier extrêmement objectif. Tout ne va pas reprendre le 12 mai au matin. Tout le monde pas en même temps. Parce qu'en plus, beaucoup d'entreprises qui avaient déjà
des trésoreries parfois tendues avant la crise. Évidemment, les 2 mois d'arrêt ne permettent pas d'être certain que la trésorerie de ces différentes entreprises va être bien plus florissante à la sortie. Hein, peut-être probablement l'inverse. Donc, il est nécessaire de travailler avec l'ensemble de ce backlog, si on peut l'appeler comme ça, avec ces donneurs d'ordre, de se dire très clairement et d'une manière extrêmement transparente, on réalise ce qui était prévu, on espère que oui, et quel calendrier on peut s'inscrire, dans quel calendrier on peut s'inscrire pour pouvoir faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit vraiment gagnant-gagnant. Et puis, parfois, en fonction de la nature des métiers, les attentes de ces donneurs d'ordre peuvent avoir évolué, tout comme nous-mêmes, on vient de voir qu'on peut avoir fait évoluer notre rêve d'entreprise, d'entrepreneur. Et donc, eux aussi, retravailler avec eux sur leurs attentes à partir de tout cela. Pareil, si vous voulez, on peut faire une petite pause question, si je peux préciser des choses s'il y a besoin ou aller, on continue à avancer. Alors, on va continuer à la page suivante. Deuxième chose, une fois que le business acquis est clairement validé, le potentiel. Alors, c'est là où j'ai fait appel à ma boule de cristal, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est le point le plus critique. Finalement, c'est de se dire, allez, on va essayer de répondre à un certain nombre de points, de questions, d'une manière complètement objective, complètement transparente, sans vouloir se mentir, sans vouloir mettre en avant ce qu'on voudrait que le monde soit, mais plutôt regarder le monde tel qu'il est. Et pour cela, on a 20 questions. On vous les a listées ici, qui permettent d'évaluer finalement quel est le potentiel du marché. Alors, on passe aussi bien sur des questions qui sont très compliquées au moment où nous parlons à répondre. Pour la plupart des marchés, c'est finalement de se dire, mais finalement, quel est le potentiel d'évolution de la demande? Parfois, on ne savait pas avant la crise. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais il faut essayer de se déterminer là-dessus. Potentiel d'évolution des prix. Alors, en question encore plus complexe, mais pour autant, si on veut définir le potentiel de marché, il faut bien essayer de comprendre comment on peut se positionner de ce point de vue-là. Est-ce qu'on est dans un monde d'élasticité des prix ou pas? En sortie de crise, on aurait plutôt tendance à avoir une réponse négative. Comment la concurrence va se comporter? Est-ce qu'on avait des concurrents avant la crise qui étaient des gens extrêmement forts, extrêmement structurés, extrêmement solides, ou est-ce on sentait déjà des gens qui avaient des grandes difficultés parce qu'on est sur un marché qui est complexe et qui ne génère pas des marges qui permettent d'être si fort que ça, ou tout du moins avoir des trésoreries importantes. Potentiel de rentabilité, là aussi, il faut répondre d'une manière très franche. Se dire finalement, est-ce qu'on est sur un business où la rentabilité est quelque chose qui unitairement est extrêmement important? Certains métiers le permettent, et puis d'autres métiers, on les connaît tous, où la rentabilité est extrêmement faible et c'est le volume qui permet de compenser ce point-là. Ensuite, il va falloir réfléchir sur l'environnement, son agressivité. Savoir, selon nous, si la concurrence va rester stable ou si elle va changer. Comment va évoluer la concurrence? Je pense que beaucoup d'entre nous avons bossé beaucoup de temps dans nos différents syndicats professionnels pour essayer de comprendre comment chacun vivait la crise. C'est à ce moment-là où on doit en pouvoir positionner les choses. Le nombre de concurrents, est-ce qu'on va se retrouver face à une concurrence très agressive ou pas? Et puis, est-ce qu'on va perdre des clients? Non pas parce qu'ils vont être très mécontents de nous, mais simplement peut-être parce que pour les gens qui travaillent par exemple dans les métiers de la restauration ou dans les métiers du tourisme, évidemment, il y a un certain nombre de questions sur ce point-là qui seront à répondre et les gens qui auront été les moins forts à l'entrée de la crise risquent d'avoir un avenir un peu compliqué sur ce point-là. Enfin, dernière série de questions. Notre position de compétitivité. Est-ce que finalement, nos produits sont très compétitifs? Est-ce qu'on est vraiment
Parce que souvent, vous savez, c'est un peu comme quand on vend sa propre maison. On imagine un prix, mais on imagine un prix parce qu'on met beaucoup d'affectifs dedans. On a été très heureux dedans, on la trouve très jolie, donc on pense qu'elle vaut très cher. Bon, parfois on est surpris lorsque l'agent immobilier fait l'expertise. La notoriété et l'image, oui, là aussi, il faut qu'on soit franc avec nous-mêmes et regarder les choses d'une manière un peu brutale. Est-ce qu'on peut gagner des clients? C'est-à-dire que, est-ce qu'avant la crise, on savait qu'on avait un potentiel inexploité, soit par manque de temps, soit par manque de moyens, soit parce qu'on était justement en train de travailler dessus, et est-ce que ce nombre de clients, cette augmentation de nombre de clients est quelque chose que l'on va pouvoir mettre en œuvre? Notre savoir-faire technologique est-il à la pointe? Soyons clairs, est-ce que nos machines, si on en détient pour faire notre métier, sont complètement en bon état de marche ou sont-ils vieillissants? Et puis, un sujet que peu de personnes aiment aborder, mais quel est clairement notre savoir-faire commercial? Est-ce qu'on a une vraie capacité à mettre en place un plan d'action commercial, à convaincre de nouveaux clients, à convaincre nos clients actuels pour pouvoir recréer la confiance avec eux et qu'ils aient envie de continuer à fonctionner avec nous? Voilà ces 20 questions. Ces 20 questions doivent pouvoir mettre, si on passe à la page d'après, ah non, excusez-moi, j'en avais fait 15. Évidemment, il y a toute la partie financière. Hein, là aussi, la partie trésorerie, la partie accès au financement, la marge d'exploitation. Est-ce qu'on a une structure qui permette d'en sortir un taux de marge important? Parler des actifs de production, on en reparle. Les besoins de trésorerie à court terme. Est-ce que l'on a pu actionner l'ensemble des aides que l'État a mis en place pour pouvoir justement financer notre relance? Et si on n'a pas pu le mettre en place, se poser la bonne question de pourquoi on ne l'a pas eu. Parfois, peut-être parce qu'on ne l'a pas demandé. La page d'après. Donc, l'objectif de cette démarche, c'est vraiment de pouvoir construire une map, une carte, ce que vous voulez, qui nous permette finalement de se dire la manière dont on va devoir construire notre stratégie de reprise va devoir osciller entre des actions de consolidation, des actions de compétitivité, des actions d'agressivité ou des actions défensives. Et c'est la compilation de l'ensemble de ces réponses qui vont nous permettre de positionner la stratégie telle qu'on la imagine au moment où on se pose la question. Donc, c'est évidemment un exercice qu'il faudrait pouvoir, et surtout dans une phase de reprise, se reposer au fur et à mesure. Parce que ce qui est vrai le 12 mai, sera peut-être pas vrai le 20 juin. Et puis, quid en septembre de ce que sera l'avenir? Donc, ce sont vraiment des questions qu'il faut voilà, se dire, c'est une photo, elle doit nous guider dans notre démarche, on doit mesurer les résultats que ces actions rapportent, et puis se reposer les questions. Là, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous en avez vous-même sur ce point de passage? Non? Alors, je continue. Un point important, c'est les possibilités et les moyens. Parce que le plus grand risque dans une sortie de crise, c'est de se lancer dans quelque chose qui peut être éventuellement très ambitieux et dont on n'a pas forcément les moyens. Donc pour cela, effectivement, l'exercice de construction d'un plan de directeur sur une année, je pense qu'en sortie de cette crise, 12 mois n'est pas un 20 chiffres, hein, puisque si on se reprojette à mai 2021, on a tous envie qu'en mai 2021, on ait retrouvé ou amélioré le rythme de croisière qui était le nôtre avant la crise. Donc, pour fixer un plan de directeur, chez nous, la définition, c'est de fixer les objectifs à atteindre pendant l'exercice en cours, pendant les 12 mois,
Et ça permet d'établir les actions destinées à améliorer le positionnement de l'entreprise conformément à la politique qu'on vient de voir juste avant. La planification et la coordination et la mise en place du plan d'action se fera avec l'ensemble des dirigeants de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une adhésion totale des key people, comme on dit, de l'entreprise. Et on devra définir les moyens qui sont nécessaires à la réalisation de ces objectifs opérationnels. Évidemment, dans tout plan directeur, ne jamais oublier les moyens de contrôle qui permettent de mesurer le degré de réalisation des objectifs et le cas échéant, qu'est-ce que l'on doit faire, comment on doit faire pour les corriger s'il est nécessaire de les corriger. Donc ça, c'est la partie chiffrée de la partie des possibilités et des moyens. Mais, comme on le disait tout à l'heure, il y a un point très important, c'est que sans les collaborateurs, rien ne se passe. Et donc, évidemment, il faut que l'on adapte notre politique RH à la sortie de crise. Et cette politique RH à la sortie de crise, c'est de vraiment faire un point d'évaluation sur les compétences, sur les besoins de formation, sur le bon positionnement sur le mapping de l'entreprise en termes de compétences des personnes. En d'autres termes, se dire est-ce que les personnes sont bien positionnées à l'endroit où doivent l'être pour que leur efficacité soit optimum, les objectifs à atteindre, et puis comment on peut faire pour les atteindre. Est-ce qu'il y a besoin de formation? Est-ce qu'il y a besoin de rafraîchissement sur les différents sujets que doivent traiter l'entreprise? Et c'est évidemment la redéfinition ou la définition des profils, l'évaluation des performances, ne pas oublier de parler du plan de rémunération. C'est vraiment l'objectif de tout cela, c'est de accroître le capital humain pour que l'entreprise soit plus forte après la crise qu'avant la crise. C'est vraiment la remobilisation complète. Et si on parle de politique RH sans parler de management, il manque là aussi le levier d'action. Il ne faut jamais oublier que le mot management est un mot d'origine latine, pas anglaise. Et en latin, manus agere, ça veut dire les prendre les choses en main. C'est ça le management. Et en sortie de crise, c'est bien le moment où il faut prendre les choses en main. Et manager, c'est la définition, c'est utiliser au mieux les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Il s'agit de prévoir, de décider des actions à entreprendre pour atteindre les objectifs, de mobiliser et organiser les ressources nécessaires, de motiver ces ressources et de contrôler l'obtention des résultats. C'est la conjonction de l'ensemble de ces éléments que sont à la fois les données chiffrées et à la fois la politique RH, le tout avec le savoir-faire managérial qui va permettre d'optimiser les possibilités et les moyens. Et là, on est bien dans une action où l'ambition du chef d'entreprise devient le projet d'entreprise et se décline derrière dans une réalité au quotidien. Si on passe à la page suivante, sauf s'il y a des questions. Non? Toujours pas de questions? Si on passe à la page suivante, évidemment, je parlais initialement du diviseur qui était de dire que c'est lui qui va finalement nous mettre dans des contraintes d'action plus ou moins fortes. Et c'est vrai que, comme on le disait aussi au tout début, beaucoup de publications ont été faites sur ces sujets. Et aujourd'hui, je n'ai pas voulu les détailler, mais dans tous les cas, il y a des questions qui doivent se poser avant de passer à toute action. C'est d'abord, est-ce qu'on est réellement dans une activité qui est autorisée à reprendre? Est-ce qu'on peut agir sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'on a mis à jour notre manuel de management des risques sanitaires? Est-ce qu'on l'a adapté? Est-ce que le site sur lequel on travaille est adapté pour que les règles sanitaires soient appliquées? Est-ce que les instances du personnel ont été saisies? Ont-elles adhéré au plan de reprise? Est-ce que là aussi, on a réussi à faire partager le projet d'entreprise avec eux?
Et puis, si vous avez du personnel itinérant, est-ce que l'ensemble des mesures de protection, l'ensemble des possibilités de déplacement, l'ensemble de possibilités d'hébergement éventuellement, sont opérationnelles pour que vos collaborateurs puissent le faire en étant sereins dans leur action professionnelle? On attend tous, là, dans quelques minutes, l'intervention du Premier ministre pour savoir comment les règles de déconfinement à partir du 11 mai vont se dérouler. Bon, on va voir, on va apprendre, on va s'adapter en fonction de ce qui sera dit. La particularité, c'est que moi, là, je vous parle de Suisse. Le déconfinement est opérationnel en Suisse. C'est fait. À partir de lundi, l'ensemble des restaurants ouvrent. Mais une particularité, c'est que les gens font très attention à respecter les règles, mais l'économie est repartie. Donc, j'espère que pour la France, il en sera de même dans les jours qui viennent. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Moi, je suis à votre disposition si vous avez toute question, même a posteriori, à me poser ou à nous poser, parce que évidemment, je ne suis pas du tout le seul. Vous avez vu que nous sommes 300 collaborateurs, donc on a des experts en fonction des domaines qui seront là pour répondre à l'ensemble des questions. Mais dans tous les cas, on est complètement disposé à échanger, à converser sur l'ensemble de ces points qui sont pour nous un guide de réflexion qui nous permettent de se dire finalement, quand on doit relancer un monde économique et une entreprise en particulier, il y a des prérequis. Ça peut paraître théorique, mais tout peut se faire en peu de jours, voire en peu de moments. Et ensuite, derrière, on est tous très heureux d'avoir une feuille de route assez structurée qui permet de se relancer. Donc là, encore une fois, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, pour revenir sur un certain nombre de points. Il n'y a pas de questions dans le fil conversé, mais je me dis et je me doute, c'est pas possible, hein, vous êtes des entrepreneurs, que vous avez donc des questions à poser. Une réaction, vous confortez les propos ou pas? Moi, j'en ai une. On m'entend? Oui. Oui, parfait. Donc, effectivement, je vois le plan assez théorique, effectivement, dans la mesure où il me semble sous-estimer, dans les mots qui ont été utilisés, la notion d'embarquement et de motivation des équipes, même si vous l'avez abordé. Ça me semble absolument essentiel et je le sens comme faisant partie d'une sous-ligne à un moment donné d'un chapitre. Et je pense que même si on construit tout ce que vous avez présenté, qui est une jolie équation qui reprend tous les items qui me semblent minimum effectivement pour reconstruire un avenir, je sentais juste voilà, cette sous-estimation de ça, parce qu'on sait que si on n'a pas ça, tout le reste s'écroule. Oui, vous avez entièrement raison. Alors, c'est pas sous-estimer cela, bien au contraire. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que on a globalement, je pense que vous avez vous aussi échangé avec vos collaborateurs. Moi, j'essaie de le faire quotidiennement et en fait, on a des personnes qui se retournent toutes vers nous, chefs d'entreprise, en disant mais finalement, on va où? Mais avec non pas des gens qui n'ont pas envie d'avancer, au contraire des gens qui sont extrêmement motivés pour y aller. Et donc, si on veut les guider, leur montrer un chemin que l'on souhaite prendre et les faire adhérer à ce chemin, voire finaliser la construction de ce chemin avec eux, c'est exactement le sujet de mon propos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambition d'entreprise sans partage excusez-moi. S'il n'y a pas d'ambition de chef d'entreprise sans partage de ce projet d'entreprise avec l'ensemble de ses collaborateurs. C'est vraiment, je suis assez d'accord avec vous, monsieur, c'est le point essentiel. Parce que partager est une chose, embarquer en est une autre. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot d'adhérer, tout à fait, vous avez raison. L'adhésion doit être forte.
et doit être partagé, tout à fait. D'autres questions? Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui? On va être face à un autre problème aussi, qui est celui du retour au travail pour les salariés qui ont été confinés et qui n'ont pas travaillé depuis 2 mois. Je pense qu'on va être face à des gens qui auront peut-être du mal, alors sans qu'il y ait de la mauvaise volonté, mais qui a une certaine difficulté à se réadapter en fait au travail. Oui, c'est d'abord, je pense, et c'est pour ça que je pense que cet exercice est essentiel à faire avant quoi que ce soit, c'est que il faut absolument que ils soient complètement assurés que leur protection individuelle puisse être assurée. Hein. Donc les règles et contraintes légales, l'adaptation des sites sont un des points initiaux pour rassurer les collaborateurs. Mmh. Et puis, je pense que tout le monde, tous nos collaborateurs, comme nous-mêmes, avons entendu que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une crise de l'emploi d'une manière très forte dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc, je pense que faire adhérer tout le monde, comme le disait monsieur juste avant, à l'ensemble du projet d'entreprise pour sauver l'entreprise et lui permettre de vivre, je crois que là, on aura une écoute totale de nos collaborateurs, même s'il est vrai que les modes de travail risquent d'avoir évolué, puisque le télétravail a été visiblement fortement apprécié pour chacun d'eux. Alors, les modes de travail ont évolué ou vont évoluer, mais il y a aussi des volontés individuelles des salariés qui auront évolué au même titre que nous en tant que chef d'entreprise. Pendant ce confinement, on a continué à livrer des clients, mais on a dû s'adapter. Aujourd'hui, on est passé sur un mode de fonctionnement Drive qui n'existait pas chez nous. On a boosté la partie digitale pour pouvoir s'adapter à tout ça. Mais est-ce qu'on ne va pas être face à des salariés qui ont même envie de changer de job au final? Il y a des gens qui faisaient 45 heures par semaine chez nous, des commerciaux, etc., qui aujourd'hui se disent « mais j'ai découvert que j'avais des enfants, j'avais une maison avec plein de projets aussi perso, etc. » Est-ce que ces gens-là, comment on peut accompagner ces gens-là parce que ce qui va compter pour nous, c'est quand même l'entreprise, notre projet d'entreprise aussi. Comment on peut les accompagner aujourd'hui pour les remettre, les faire adhérer, c'est bien, mais comment on peut les faire adhérer comme ça? C'est une excellente question et c'est en cela où le vecteur management, conjugué avec le mapping des forces en présence et des envies en présence, hein, donc la rencontre individuelle de chacun des salariés, si je veux être plus concret, plus précis, est un point essentiel pour que chacun puisse livrer, comme vous le dites, ses ambitions personnelles, ses projets personnels, ses craintes aussi. Hein. Il faut qu'il y ait un grand partage, une grande expression de l'ensemble des choses qui se sont passées. Il y a des gens qui ont… Moi, j'ai eu je ne sais pas si vous avez eu ça, mais moi, j'ai eu des collaborateurs qui nous ont manifestement exprimé leur peur. Il ne faut pas, effectivement, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas passer ça sous silence, il ne faut pas balayer ça d'un revers de main, et il faut en tenir compte parce que cette personne, évidemment, n'est plus la même à la reprise qu'avant. N'est plus la même, c'est une évidence. Et donc, il faut travailler avec eux pour comprendre finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble et peut-être à ce moment-là adapter d'une manière différente le grand projet, la grande ambition de l'entreprise. Ou alors, on va se retrouver dans une situation qui fait qu'il n'y aura pas d'adéquation et il faudra en tirer les conséquences. Mais c'est sûr qu'il faut… Chaque personne doit s'exprimer, tout à fait. Mais ça me ramène, la question qui vient d'être posée me ramène à ma propre interrogation. En fait, je pense qu'on est tous un peu autour de cette même idée, autour de l'interne, autour de comment embarquer l'interne. Moi, je suis preneuse d'expériences, la vôtre, ou il y a peut-être d'autres gens, là, pas dans la webconférence, là, en ce moment, qui ont eu cette expérience de
de co-construction de projets, enfin de mobilisation de l'intelligence collective, parce que j'ai un peu tendance à penser que si les salariés sont impliqués dans une réflexion, ils ont d'autant, d'abord on leur demande leur avis, ils sont de fait, ils sont impliqués, et de fait le projet sur lequel on va aboutir sera leur projet puisqu'ils y auront contribué. Donc on est un peu dans un cercle vertueux de l'engagement. Après, c'est facile à dire, c'est posé sur le papier, c'est bien, mais c'est intéressant de savoir si vous avez eu des expériences de co-construction ou de construction en intelligence collective d'un projet d'entreprise, ou s'il y en a d'autres autour de la table ici. Il y a l'expérience que nous, on peut exprimer, c'est l'expérience de construction. Un plan directeur peut être un travail collectif, la construction d'un plan directeur. Il n'en demeure pas moins que l'idée initiale, l'idée fondatrice, doit être celle du chef d'entreprise. Après, la décomposition de celle-ci en actions concrètes, c'est un travail qui ne peut être que collectif, tout du moins nous, c'est ce que l'on prône et c'est ce que on a pour habitude de faire avec l'ensemble de nos clients, c'est que ça soit vraiment un travail. Alors, si l'entreprise est très étendue, on construit un comité de pilotage ou un comité projet. Si on a la possibilité d'être dans une structure à taille humaine plus restreinte, on fait participer l'ensemble des personnes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, surtout en sortie de crise de cette nature-là, même si personne ne l'a vécu jusqu'à maintenant, cette nature de crise, il est important, effectivement, que chacun ait la sensation d'avoir mis sa pierre à l'édifice du projet d'entreprise. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui se fait très bien. Mais c'est évidemment sur la base, certains, ne soyons pas déçus si certaines personnes se soustraient à cet exercice-là, parce que ça fait partie des risques potentiels que l'on peut avoir avec nos collaborateurs, évidemment. Je voudrais vous poser une question aux gens qui sont autour de cette conférence. Moi, l'expérience que j'ai eue sur cette période, c'est que en fait, nous n'avons jamais fermé complètement. Et en fait, mon expérience, c'est tout à l'heure, vous avez dit que vous avez trouvé des collaborateurs autour de vous particulièrement motivés. Bah, moi, j'ai eu l'expérience totalement inverse, c'est-à-dire que je me suis retrouvé tout seul dans la boîte, avec toute la partie encadrement qui avait disparu. D'accord. Donc, aujourd'hui, je suis plutôt assez amer, surtout quand je vois les mêmes qui n'ont pas été là pendant 8 semaines, qui commencent par me demander leur semaine de congé. Alors, en termes de motivation, je ne sais pas, je suis un petit peu sceptique, plus que sceptique. Oui, votre expérience vous entraîne pas dans l'optimisme, c'est sûr. Je comprends, c'est pas facile à vivre. On a eu un certain nombre de personnes qu'on accompagne qui ont eu la même expérience que vous. Voire des entreprises qui s'étaient arrêtées alors parce qu'elles pensaient qu'elles étaient dans un des secteurs d'activité qui devait stopper son activité et qui se sont aperçues après coup que pas du tout. Ils avaient tout à fait la possibilité de continuer de travailler, mais là, il n'y avait personne. Aucun des collaborateurs n'a accepté de revenir. Oui, enfin moi, j'ai fermé l'entreprise sous la pression des gens. Voilà. Ouais. C'est surtout ce qu'on a constaté parce que les gens n'ont pas écouté ce qui a été dit. C'était déjà pas très clair, mais il n'a jamais été dit qu'il y avait que les entreprises devaient fermer, qu'elles soient stratégiques ou pas stratégiques. Ça n'a jamais été dit, ça. Ça n'a jamais été dit, tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a eu beaucoup de confusion sur ces aspects-là. Et il y a certains pays qui ont continué plus l'activité qu'en France. Mais en France, c'est vrai que compte tenu du fait que, on peut dire d'un côté heureusement, de l'autre côté malheureusement, mais c'est vrai que le matelas social ou l'amortisseur social a été fortement gonflé, beaucoup de personnes se sont arrêtées. C'est clair. Je pense que le dialogue individuel, pas que collectif, va être extrêmement important dans votre cas pour pouvoir reprendre l'activité.
Par contre, sur les évolutions de certains modes de travail, je ne suis pas convaincu que le télétravail a fait l'unanimité chez les personnes. Parce que se retrouver isolé, en train de garder ses gamins, à mon avis, ça a été un choc. Moi, j'ai des gens qui sont revenus à cause de ça. Il y en a qui sont même revenus très rapidement. J'en connais aussi qui sont dans la même situation que vous. C'est-à-dire que c'est cela, ça dépend d'abord du métier dans lequel nous sommes. Hein, il y a des métiers qui s'y prêtent plus au télétravail et d'autres personnes moins. Et puis, l'autre aspect, c'est que il y a des cultures d'entreprise, simplement, où le télétravail ne sera pas possible à continuer. Donc, bon. Mais par contre, je pense que l'on va avoir des demandes individuelles pour pouvoir passer une partie de son temps en télétravail. Je pense qu'il y a des gens qui vont, je pense notamment aux gens qui habitent à l'extérieur des grandes métropoles et qui, sur des travaux administratifs, vont solliciter du télétravail. Pourquoi pas? Vous avez entendu ce matin, je crois que c'est ce matin, non, que PSA a annoncé que le télétravail devenait la norme et le présentiel de l'exception. Je crois qu'ils ont accordé un jour ou un jour et demi maximum par semaine. Alors, je parle pour les fonctions, évidemment, comment tout petit, support, bureau, etc., cadre, évidemment pas. Mais voilà. En tout cas, l'annonce est officielle. Après, je ne sais pas si tout le monde le fait de gaieté de cœur ou pas, mais il y a probablement les deux, quoi. Il y a probablement des gens qui seront peut-être ravis, d'abord parce qu'il y a des peurs irrationnelles à se déplacer, à rencontrer d'autres gens. Donc, finalement, avoir l'autorisation, entre guillemets, de rester confiné, peut-être peut rassurer des gens. Puis peut-être du temps de gagner, j'en sais rien, enfin voilà. Et puis il y a d'autres personnes pour qui ça risque d'être un enfer qui se prolonge, quoi. Oui, mais moi je pense que là vraiment par exemple nous dans notre activité, hein, qui est une activité de conseil, le télétravail à part pour les quelques fonctions support, c'est purement et simplement impossible puisque nous on est en présentiel chez les clients. Donc mais je pense que voilà, il faut adapter ces aspects-là à chaque nature de métier. Mais c'est vrai que chez nous, les fonctions support vont rester en télétravail de longs mois. Tout à fait. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le télétravail d'aujourd'hui, ce n'est pas du télétravail, c'est un télétravail subi, pas un télétravail organisé, planifié, avec tous les moyens qui vont autour. C'est un pseudo-télétravail. Ouais, mais du coup, on y est passé à marche forcée, donc les gens se sont rendus compte que, il y a plein de choses qui vont bouger parce qu'on l'a fait de manière contrainte. On s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel, qu'on pouvait le faire dans de meilleures conditions. Effectivement, s'il est encadré, c'est les travails, si chacun a son laptop, une bonne connexion, que sais-je encore, la possibilité effectivement de temps en temps de faire des réunions en présentiel, mais juste quand c'est nécessaire et qu'on gagne en qualité de vie parce qu'on évite 2 heures de transport par jour. Enfin, j'en sais rien, mais on peut se dire que parce qu'on a réussi sous la contrainte, si on y met les moyens maintenant, financiers, humains, organisationnels, etc., on peut se dire aussi qu'au contraire, il y a une belle perspective. Hein. Mais justement, j'en suis convaincu. Moi aussi, je suis assez convaincu de ça. Après, moi, je pense qu'il faut étudier chaque situation. Enfin, on peut absolument pas généraliser. Il y a des collaborateurs qui vont être très heureux d'être en télétravail, d'autres qui vont être particulièrement demandeurs d'être en présentiel. On n'a pas tous les mêmes conditions chez soi pour pouvoir être. C'est le point, oui. C'est le point. Et puis bon, on est quand même. On a tous besoin d'un lien à un moment, donc il faut des temps. Et je pense que chaque entreprise, au retour ou avant, enfin au plus tôt, après les confinements, doit réfléchir ensemble et puis individuellement avec chaque collaborateur à ce qui convient le mieux pour la structure et puis pour le collaborateur. Je pense que le déconfinement a appris quelque chose aux managers qui pouvaient être sceptiques, c'est l'engagement de leurs collaborateurs à distance. Oui. Voilà.
il y avait une espèce de crainte qu'à partir du moment où on est chez soi, on soit capté par Netflix, par le ballon, par l'apéro dans le jardin. Et puis en fait, on s'aperçoit tous que on bosse tous comme des fous et qu'il y a une porosité entre le monde, la vie professionnelle et la vie familiale. Voilà. Existe, présente ou plus, et puis et qu'en fait on bosse tous beaucoup, quoi. Voilà. À partir du moment où c'est-à-dire que quelqu'un en télétravail engagé au bureau sera de toute façon très engagé en télétravail, et quelqu'un qui n'était pas très motivé au travail ne sera pas non plus hyper motivé. Voilà. Donc, il y a des gens, j'entendais. Oh, pardon. Non, juste pour dire que je pense qu'effectivement, on va avoir dans les prochains mois une couche de législation sur le télétravail qui devra arriver. Hein. Parce que le droit à la déconnexion va reprendre de la force, le temps de travail va reprendre de la force. Donc, je pense que le télétravail va subir une certaine législation sur ces aspects-là. Il serait nécessaire pour le bien-être même des collaborateurs de l'encadrer, parce que on peut vite se laisser déborder. Monsieur Jacquet, vous vouliez peut-être dire quelque chose? Je vous vois à l'écran. C'est exactement ce que je pense. C'est pour ça que je dis que ça se prépare et que ce n'est pas une improvisation à faire, le télétravail. Ça a permis juste de comprendre que c'était possible et que ça avait de la valeur ajoutée aussi pour certaines entreprises, pour certains collaborateurs, dans certains cas, et que maintenant, il va falloir vivre avec. Et je pense que c'est une excellente chose. Alors, il y a le témoignage d'Alice sur… ce serait bien qu'Alice puisse peut-être nous dire, Alice qui vient d'écrire. Non, vous aurez du coup l'occasion de lire dans Converser ce que nous dit Alice et qui dit que le télétravail administratif a été mal vu et perçu comme une injustice pour ceux toujours sur site. Voilà. Alors chez nous, ça a été un petit peu l'inverse, c'est que c'est plutôt les gens qui sont restés chez eux du fait de la réduction de l'activité. On a dû réduire les équipes en présentiel. Et c'est les gens qui sont restés chez eux qui ont assez mal vécu le fait de ne pas venir travailler à l'entreprise, de ne pas venir servir les clients, de ne pas venir faire les prépas de commandes, etc. D'accord. Donc, il y a un fort attachement chez vous à l'entreprise, alors? Oui, complètement. Hein, c'est vraiment une petite structure familiale. Donc, ça a vraiment été presque un traumatisme pour certains qui nous appelaient tous les jours en disant « Quand est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux prendre la place de quelqu'un qui est fatigué? J'ai besoin d'être avec l'équipe, j'ai besoin d'être avec vous, j'ai besoin de travailler. » C'est intéressant hein, parce que ça vous permet d'avoir un retour sur votre management. Oui, c'est ça. Globalement, ça a concerné entre 15 et 20 personnes sur les 45 au total. Oui. Donc c'est très fort. Très fort. D'autres Oui, juste une question. Les stratégies d'entreprise avant Covid ne sont pas forcément les mêmes après Covid. Je pense, oui. Les modèles vont changer, donc il va falloir vraiment présenter une autre feuille de route à nos collaborateurs. Et donc, bien sûr, ça va émaner de la direction. Cette capacité à faire adhérer les collaborateurs à cette nouvelle feuille de route, qui dans tous les cas ne sera pas une science exacte dans un premier temps, puisque les modèles vont se chercher. On est bien d'accord. Donc, quand vous parlez de potentiel, de management, de capacité à faire adhérer, de transition, il y a quand même pas mal de critères et de facteurs qui peuvent court-circuiter même la motivation dans le cadre de cette reprise, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Donc, je pense que c'est du temps. Et d'ores et déjà, il faut que la stratégie d'entreprise après Covid soit clairement posée pour qu'on puisse clairement l'exposer aux collaborateurs afin qu'il puisse y avoir cette capacité à adhérer. C'est le projet, tout à fait. C'est le projet qui doit être présenté aux collaborateurs. Tout à fait. Voilà. Et là, en l'état et à l'heure actuelle, et compte tenu de cette situation complètement inédite,
je pense que c'est un peu prématuré parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, quelles qu'elles soient, PME, toute entreprise, qui cherchent réellement quel va être le vrai modèle adapté au secteur d'activité de demain. Alors, c'est la particularité de cette crise, contrairement à toutes celles qu'on a pu connaître avant, notamment en 2008, c'est qu'effectivement, on va devoir écrire un projet d'entreprise que l'on sait d'ores et déjà caduc et devant être modifié. Mais c'est clair que cet exercice va devoir être renouvelé plusieurs fois dans les semaines qui viennent, parce que on est tous incapables de savoir comment sera septembre. On ne sait pas. Donc, oui, vous avez raison, mais je pense que l'ensemble de nos collaborateurs ont la capacité à complètement comprendre cela parce que justement, ils ont vécu comme nous la crise Covid en avançant au jour le jour, de heure en heure et en découvrant les situations. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant dans l'esprit collectif. Et si jamais on arrive, nous, chefs d'entreprise, en disant « Messieurs, dames, voilà comment vont se passer les choses », ils ne vont pas nous croire. Donc, je pense que ce n'est pas grave de leur dire « Voilà le projet au moment où on connaît ce qu'on connaît ». Eh ben, on va continuer à travailler ensemble pour l'amender, l'aménager, le modifier en fonction des événements réels qui vont se dérouler. Oui, il faut être très malléable. Tout à fait. Très malléable dans cette et surtout ne pas intervenir en temps avec de la science infuse parce que je pense que la science infuse personne ne l'a. Et selon les secteurs d'activité qui sont peu ou prou touchés, ça dépend, hein, parce qu'il y a des secteurs peut-être où la vision sur le long terme, moyen terme, on va dire plutôt, est quand même plus facile que dans d'autres secteurs d'activité. Si on parle de la communication, de l'événementiel, du tourisme, bon voilà, ce sont des secteurs. Je pense que on va y aller à tâtons. Après, il y a d'autres secteurs, effectivement, où il peut y avoir une vision sur du moyen terme. Et embarquer nos collaborateurs, nos équipes là-dedans, pourquoi pas. En revanche, aujourd'hui, leur faire peser dans une réunion collective tout le potentiel, comme vous l'avez dit précédemment, qui peut juter, qui peut émerger de tout ça, je trouve que c'est un peu prétentieux. Mais ça dépend effectivement de chacun des secteurs d'activité. J'adhère à ce que vous dites. Il y a des secteurs d'activité où ça sera possible d'aller jusque-là, d'autres pas. Mais dans tous les cas, le mot d'ordre, vous l'avez cité, hein, c'est d'être extrêmement agile sur ces deux jambes et de savoir s'adapter presque en temps réel à l'évolution des situations. Tout à fait. Et là, si j'avais pu vous dire la recette miracle, parce là, ça voudrait dire d'abord qu'on l'aurait mise en œuvre chez nous. Hein, et puis on ne sait pas. On a fait, comme toutes les entreprises, nous aussi en interne, un premier plan qui va demander un deuxième plan, qui va demander un énième plan pour pouvoir être certain que on s'adapte au fur et à mesure de la sortie du confinement. Je vais vous donner un exemple. On a une entreprise en Italie, comme vous avez vu, on est présent partout en Europe. Et en Italie, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. C'est que le chômage partiel a été mis en œuvre comme partout en Europe, à part qu'en Italie, le chômage partiel est payé directement aux collaborateurs par l'État. Et l'État n'a pas payé à aujourd'hui les salaires du mois de mars. Vous imaginez bien que le scénario de reprise que l'on met en place en Italie n'est pas du tout le même que celui que l'on va mettre en place en France. Parce que l'état d'esprit des collaborateurs n'est pas le même et hélas, simplement leur facilité économique, leur manière de pouvoir payer leurs différents besoins n'existe pas puisqu'ils ont été payés depuis le mois de mars. Oui, je ne doute pas qu'en France, effectivement, on soit quand même pas trop mal lotis en termes de social. C'est ça. D'autres personnes qui veulent intervenir?
Antoine voulait reparler, je pense, non? Oui, j'ai cru aussi. Il y a, je pense quand même, de manière générale, bon, des secteurs qui vont tirer leur épingle du jeu, d'autres secteurs où ça va être quand même très difficile, voire même en extinction. Je parlerai même d'extinction, parce qu'il y a des secteurs où ça va donner, et d'autres en fort développement d'ailleurs. C'est la vie, hein. C'est la vie, hein. Ça va, ça vient. Hein. Oui, oui, et puis vous savez, même dans un secteur, vous allez évidemment avoir des gens qui vont savoir surfer sur cette vague de reprise, puis des personnes qui étaient déjà en grave difficulté avant. Il y a eu un reportage sur une des milliers d'émissions de télévision qui parlait de la crise où il y avait un chef d'entreprise qui disait « mais j'ai pas de prêt parce que mon bilan était tellement mauvais les années précédentes que la banque ne me suit pas. » Ben, là, on est vraiment devant un cas très, très compliqué. Voilà. Ah oui, mais il y a des secteurs qui sont très sinistrés, qui ont toujours été très sinistrés. Hein. Je sais pas, bon, moi, si on prend par exemple le secteur de la presse, je pense, va rencontrer de grandes difficultés sur les mois à venir. Alors, même s'il y a eu des développements avec le numérique et sur d'autres métiers qui gravitent autour, comme l'événementiel, mais je pense qu'il y a des secteurs qui vont être gravement sinistrés. D'autres qui vont se remonter gentiment, mais ça risque d'être compliqué. Oui. Vous êtes en Suisse, vous? Alors, à titre personnel, mais l'entreprise est présente en France. Tout à fait. D'accord. Et en Suisse, le secteur du bâtiment, on parle du bâtiment souvent en France comme étant la plus grande entreprise de France. Comment ça se comporte en Suisse? Si on peut, parce que c'est bien aussi de pouvoir se comparer. Alors, c'est se rassurer, vous allez me dire. Ça va vous faire sourire. L'ensemble des chantiers sont ouverts depuis plusieurs semaines. D'accord. Bon, par contre, les règles sanitaires ne sont pas du tout les mêmes que celles en France. Hein. C'est-à-dire que les véhicules de chantier, plusieurs personnes s'installent dedans. D'accord. Le port du masque est absolument pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation à rester pour deux collègues à plus d'1,50 m l'un de l'autre pour travailler. Et on sait que dans le secteur du bâtiment, c'est un des points les plus compliqués. Donc, mais par contre, au contraire, l'État a donné l'exemple en relançant l'ensemble de ces chantiers publics au plus vite pour pouvoir relancer l'activité de la Suisse. Maintenant, je ne sais pas si c'est le bon choix ou pas le bon choix, je suis incapable de vous répondre à ça. Mais dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Ils ont redémarré le 27 avril et là, au 11 mai, toute l'activité suisse sera active. C'est-à-dire que le dernier point, ce sont les restaurants et les cafés-restaurants qui ouvrent le lundi prochain. Après, en sachant que la Suisse n'a pas quand même été trop sinistrée par rapport à ce Covid. À peu près à la hauteur, en proportion à la hauteur de la France. Ah, je pensais moins. Non, en fait, ils ont en proportion, c'est à peu près le taux de propagation du Covid actuellement est équivalent entre la Suisse et la France. D'accord. D'accord. Ouais, donc une volonté de reprise économique beaucoup plus anticipée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce le bon choix? Encore une fois, je ne sais pas. Hein. C'est juste un constat. Les coiffeurs sont ouverts depuis 3 semaines. Hein. Voilà. Donc, quand j'entends les discussions en France sur mais comment vont fonctionner les coiffeurs, on pourrait prendre quelques photos en Suisse et on s'apercevrait que ce sont des gens très disciplinés, hein, les Suisses. Donc, ils ont toutes les protections nécessaires pour réaliser leur coupe de cheveux et il n'y a pas d'angoisse. Le Suisse n'est pas angoissé face au Covid. C'est pas pour la raison. C'est pour ça qu'il y a une recrudescence fulgurante du virus. Écoutez, pour le moment, on n'a pas constaté ça. Effectivement, on croise les doigts. Ça fait 3 semaines. Donc, si ça avait dû redémarrer, on commencera à voir les prémices. Pour le moment, pas. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'économiquement, c'était important de reprendre et d'essayer d'anticiper tout ça au plus vite. Bon, après, en France, il y a eu d'autres frilosités.
Économiquement et psychologiquement, hein. Je pense que chacune des familles a besoin aussi de retrouver une activité, se sentir essentiel pour. Et je pense que c'est important de relancer l'activité économique, certes pour l'économie, mais aussi pour que le moral et la confiance de chacun. Je pense que pour ces deux raisons-là. Pour faire un rapprochement par rapport à ce que vous venez de dire, hein, en France, par rapport à la Suisse, là, parce que c'est intéressant aussi, se comparer, c'est pas que se rassurer, hein, c'est aussi voir ce qui se passe ailleurs. Tout ce qui est marché public, en France, dans le bâtiment, c'est les seuls qui n'ont pas réouvert. C'est le particulier aujourd'hui qui fait tourner le bâtiment. Hein. Alors que bon, mon bureau est en face de l'aéroport, il y a un énorme chantier en face et il a bien repris, je peux vous assurer. Non, encore aujourd'hui. Alors peut-être lundi, hein, lundi le 11, là, comme c'est le déconfinement, peut-être qu'effectivement tout ce qui est marché public va réouvrir. En revanche, tout le secteur du bâtiment qui est resté peu ou prou en garde et en veille durant la crise du Covid, puisque bon, ils n'ont pas forcément non plus arrêté, ils ont gardé des cellules d'urgence, c'est avec le particulier particulièrement. Mais tous les chantiers publics, eux, par contre, ont été stoppés. Donc, vous voyez, c'est pas comparable. Non. Et quand on sait que c'est ce qui chiffre le plus. Oui, tout à fait. Et puis le nombre d'emplois que ça concerne. Exactement. Donc, c'est pas quand on demande de chiffrer le potentiel, voilà, les chiffres sont pas les mêmes. Je comprends bien. Voilà. Tu veux poser des questions, Laurent? Non? Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir, à votre disposition. Antoine avait peut-être une question tout à l'heure. Il a été arrêté par une conversation. Je sentais prêt de poser quelque chose. Ouais. Non? Ah non, alors ça m'est sorti de la tête. Les questions, on en a beaucoup aujourd'hui. On en a beaucoup, à tous les niveaux. Ouais. C'est surtout ça, en fait. C'est cette incertitude-là qui fait que je crois que nous, on se pose beaucoup de questions. Nos équipes se posent beaucoup de questions. Nous, on a tenté de mettre, avec pas mal de succès, de la formation aussi en distanciel comme ça pendant le confinement pour les gens qui n'ont pas repris. On a senti quand même un certain entrain, mais les gens se posent des questions en disant mais pourquoi on me demande de me former? Qu'est-ce qui va changer dans mon boulot demain? Je pense que on va devoir travailler énormément sur la com interne, encore plus que d'habitude, hein, même si on était déjà habitué à faire énormément de com, d'en faire beaucoup pour pouvoir fédérer les équipes et pour pouvoir continuer d'avancer. Tout à fait. L'échange va être la clé de la réussite. Hein. L'échange en interne et en externe. Hein. N'oublions pas que tous nos clients ont les mêmes soucis que nous. Donc, il faut aussi partager ces points-là ensemble parce qu'on peut devenir non plus client-fournisseur, mais partenaire à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que moi, je rajouterai à votre équation, avec plaisir. Peut-être dans la partie potentielle, justement, le diagnostic RH de l'entreprise pour savoir effectivement de quel potentiel, où il en est en tout état de cause, parmi les collaborateurs, justement, pour pouvoir travailler cette partie communication et cette partie embarquement. Ça me semble absolument essentiel. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Je note d'insister plus sur ce point-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions ou d'autres questions, on finira par une phrase poétique que Christian Le Chevalier a écrit là, sur la partie conversée. Vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude à travers des îlots et des archipels de certitude sur lesquels on se ravitaille. Edgar Morin. Voilà. Donc, une belle phrase de conclusion. Voilà, c'est ça. C'était bien pour conclure. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à tous de votre attention. Participation. Merci à vous, merci à tout le monde. Et à votre disposition, avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Bonne reprise, bon week-end. Bon week-end à vous, au revoir.